Alors, on vous propose... Tous les gens qui montaient, là, n'hésitez pas à monter. Pendant que vous montez, on commence à dire des choses intelligentes. Euh, la table ronde, c'est pas fait pour parler à votre place. C'est pas fait pour faire une conférence de plus, comme si tout ce qui avait été dit ne suffisait pas. C'est pas fait pour boucher les trous, même si on a peut-être envie, l'un ou l'autre, Bruno ou moi, de repointer, de réinsister sur des choses. J'en ai marqué, vous aussi sûrement. Le temps que vos questions atterrissent dans vos neurones et que vous les précisiez, peut-être que on peut refaire un peu le tour de plein de choses qui ont été dites et Bruno va nous aider pour ça. Peut-être que pour faire la table ronde, si jamais j'ai envie de rajouter quelque chose, je rajouterai. Mais on compte sur vous pour que vous en rajoutiez beaucoup. Des questions, des suggestions, etc. Il y a déjà une question? Eh bien, allons-y. Madame Alexandre. Oui, ça vient peut-être trop tôt, mais moi j'ai trouvé que vous avez parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé, un médecin, d'information claire, loyale et appropriée. Et au niveau du cheminement, de l'accompagnement des parents de leurs enfants en situation de traumatisme crânien, c'est vraiment, enfin, nous, dès le départ, dès la réanimation, c'est quelque chose qui nous a vraiment hyper aidé et je pense qu'il a engagé tout pour après. On a eu de la chance quand Julien était en réanimation, enfin c'était une période horrible, mais de pouvoir rencontrer le médecin, qui est en retraite aujourd'hui, à plusieurs reprises. Et ce médecin était disponible et il a su trouver les mots qu'on a reçus comme justes, pas trop peu. Et ça nous a aidé pour après. Je pense qu'aussi on n'avait peut-être pas eu ces mots, ce respect, cette disponibilité, et puis ce personnel qui était en réanimation extraordinairement humain, et tout en faisant le travail qui est... Eh ben, ça nous aurait pas... ce point de départ était vraiment très très important pour l'après. Et à chaque... Maintenant, bon, Julien... rencontre des médecins, un médecin tous les ans. Et c'est vrai que cette qualité, cette information, l'adapter, parce que la personne qui la donne et la personne qui la reçoit, on ne chemine pas au même rythme. On n'a pas le même rythme. Nous, on est parents, avec tout notre amour de parents. Vous, vous êtes professionnels, avec toutes vos qualités professionnelles. Et l'information, même si elle n'est pas perçue, et si elle arrive, et ce qu'on disait, on peut être pas d'accord au moment X, mais après dire bah oui, le médecin avait dit, bah malheureusement c'est vrai, et voilà. Et c'est vraiment, enfin, cette information et ce soutien de départ a été déterminant pour nous pour essayer d'accompagner le mieux ou le moins mal possible notre enfant. Merci beaucoup, madame. Ce que vous dites, ça souligne encore des dimensions qui ont été beaucoup dites dans cette journée, notamment viennent encore d'être répétées, des dimensions de loyauté, d'authenticité, de disponibilité, d'empathie. Effectivement, c'est des dimensions essentielles. Et puis, il y a celle de la délicatesse, effectivement, le cheminement avec la personne. Et donc, vous apportez un témoignage qui effectivement souligne toutes ces valeurs-là dans le prendre soin de la personne et de ses proches. Merci beaucoup. Si je puis me Et il y permettre... a un autre élément, je crois, pour souligner ce que vous avez dit, c'est que quand ce que vous avez vécu ne se passe pas, même si c'est difficile, vous l'avez dit, eh bien après, c'est la catastrophe. Pas reprendre l'actualité, mais quand c'est mal démarré, ça va mal à la fin. Je vous remercie, madame, pour ce témoignage qui nous touche. Et je me fais le porte-parole des membres de l'équipe de réanimation qui sont là. Il y en a plusieurs qui sont venus écouter cette journée très intéressante. Et ce témoignage est important pour nous, car il nous incite à continuer. Et c'est notre objectif, c'est de tendre vers une qualité de soins. Et ce n'est pas que du soin technique, c'est aussi une relation humaine. Et je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et c'est aussi pour ça qu'on vient ici. C'est pour échanger. Et on va dire en particulier pour nous qui sommes à la phase aiguë, on est évidemment très intéressés par ce qui se passe après. Parce que c'est ce qui est la vraie vie de nos patients et pas ce qui se passe en réanimation. Donc
on a envie de progresser et donc on doit s'intéresser à ce qui se passe après. Et donc merci pour votre mot très gentil. Est-ce qu'il y a une autre intervention pour nourrir cette table ronde ? Alors, du coup, je rajoute quelque chose que je voulais dire, et c'est qu'on a de temps en temps la visite de nos anciens patients ou des anciennes familles dans le service, et que ce sont des moments qui sont très émouvants et très importants pour nous, parce que ça nous aide aussi à supporter les moments difficiles du quotidien. Et on a aussi parfois des situations qui sont moins positives, enfin, dans le sens où, dans le terme de la relation humaine, parce que tout n'est pas facile, et qu'on essaye aussi de progresser en prenant en compte les remarques sur les sur les erreurs qu'on peut commettre aussi, parce que parfois on est moins bon, il faut le reconnaître aussi. Oui, je rejoins complètement les propos d'Emmanuel. Je pense que c'est vraiment très important pour nous professionnels de savoir ce que deviennent les personnes cérébrolésées, leurs familles, comment elles évoluent, parce qu'on a bien vu tout au long de la journée que chaque étape est pleine de questions, de questionnements. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'il faut faire ainsi? Est-ce qu'il faut faire autrement? Et finalement, de voir évoluer les gens, les personnes cérébrolésées, mais aussi leurs familles, et de se rendre compte avec le temps que certains choix ont été judicieux, d'autres ne l'ont pas été. Ça nous permet vraiment, je pense, à nous, professionnels, de s'améliorer petit à petit. Et c'est vrai que le fait de se tenir informés les uns les autres et les visites en réa, c'est un choix. Je sais que nous, on fait des goûters de Noël et c'est toujours un grand moment aussi, parce que revoir les anciennes personnes accompagnées, leurs familles, c'est toujours un grand plaisir, même s'il n'y a pas toujours que du positif dans ce qu'on entend, mais c'est vraiment très, très, très important pour avancer dans nos choix les plus judicieux possibles. Je voudrais ajouter quelque chose, là, on entend là, à propos de cette question de l'information communiquée aux familles dans les services de réanimation, puis en règle générale par tous les services. Et il y a eu des travaux menés, notamment par la Société de réanimation de langue française, je crois il y a une dizaine d'années, qui avait fait une conférence de consensus ou quelque chose comme ça, qui s'appelait curieusement « Comment bien vivre en réanimation » et qui montrait qu'effectivement, cette question de l'information était difficile et le taux de personnes qui quittent le service de réanimation en n'ayant pas compris le diagnostic, en n'ayant pas compris les enjeux, est relativement important. Donc c'est bien qu'on ait des témoignages qui disent que ce n'est pas toujours le cas. Mais moi, en regardant ça, ce qui m'avait frappé, et il y avait eu des communications sur des expériences pour professionnaliser l'information par les professionnels, notamment par les médecins, comme ça se fait, je crois, en oncologie, où on apprend, où il y a des techniques, avec des jeux de rôle, on apprend aux professionnels à communiquer avec les familles pour livrer une information, somme toute une information délicate. Et je me disais que c'est vrai que pour les lésions cérébrales, et notamment lorsqu'elles ont un pronostic délicat ou incertain, ou très incertain, ça serait sûrement intéressant que les équipes puissent se former, qu'il existe des formations pour donner cette information. Et parce que quand même l'expérience, c'est que souvent, quand le réanimateur donne une information que lui, il estime devoir donner par prudence, c'est-à-dire d'un pronostic extrêmement réservé, avec un taux de risque, sinon vital, ou sinon de séquelles très, très, très importantes est donné, et que l'évolution est quand même plus favorable, eh bien après, je crois que c'est Xavier qui disait tout à l'heure, après ça reste gravé, et
tout le temps, les familles disent oui, mais en réanimation, on nous avait dit que, et puis vous voyez, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc vous, rééducateurs, vous nous dites ça, mais nous, on pense que ça se passera différemment, ce qu'on peut comprendre, mais qui est quand même difficile à mener. Voilà. Sans aucune prétention, je vous propose, si vous voulez, quelques verbatims de ce qu'on a entendu aujourd'hui, qui vont sans doute susciter d'autres questions ou d'autres remarques. On a entendu déjà toute la journée, c'est pas du tout une proposition de synthèse, j'ai pas cette prétention-là, c'est simplement quelques verbatims comme ça ici ou là. Ce qu'on a entendu toute la journée, c'est que l'éthique, c'est un questionnement, c'est-à-dire c'est toujours se poser la question comment faire bien, comment faire le bien, comment servir le bien de la personne. L'éthique, c'est se remettre en question en permanence. Et on a commencé par une approche des définitions, si je puis dire, grâce à ce remarquable exposé de Bernard-Marie Dupont, qui nous a mis un petit peu en différence l'éthique version nord-américaine et l'éthique de Paul Ricoeur, et qui nous a rappelé qu'effectivement, en valeur absolue, toute autre personne est mon égale, qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains, qu'il faut reconnaître l'altérité et vivre la fraternité. Il disait, je m'excuse, là c'est un tutoiement, je devrais dire, je vous reconnais comme un être humain comme moi, être sensible à l'énigme de la présence de l'autre. Et puis il a fini par 2 phrases, ne jamais oublier la poésie. Et puis le soin, ça c'est une phrase d'Hippocrate, le soin est d'abord un art de l'accompagnement. Je pense que la journée commençait bien dans cette reconnaissance de l'autre, cette reconnaissance pleine de l'autre. Et puis François Tassot, tu nous as aussi initié au questionnement éthique. Comment faire pour bien faire? Tu avais commencé ton exposé par cette phrase d'Éric Fuchs. Et puis toi aussi, tu as cité Paul Ricoeur, qui a été effectivement la grande vedette de la journée, avec cette phrase qui mérite d'être mûrie, j'allais dire, ruminée. Viser de la vie bonne avec autrui et pour autrui dans des institutions justes. Reprendre, tu nous disais toi aussi, François, prendre en considération l'autre comme soi-même. Et puis tu nous as dit et tu nous as rappelé les réalités des fonctions cérébrales abîmées, avec une déstructuration qui peut durer toute la durée de vie. Tu nous as parlé, comme d'ailleurs Madame Alexandre, vous venez de nous le redire, ces notions de temporalité différentes, ces notions de vulnérabilité. Tu nous as dit aussi, François, l'importance de la relation entre le soignant et la personne dépendante, avec les risques soit de l'indifférence, soit de la violence. Et puis tu nous as apporté quelques questionnements éthiques supplémentaires en nous disant, dans cette relation de soins, il y a plusieurs modèles. Ça peut être une relation très asymétrique. Et toi, tu nous as dit qu'il faut privilégier la logique de l'alliance thérapeutique. Reconnaître l'autre compétent. Respect, ça c'est un grand mot qu'on a entendu toute la journée, respect dû à la personne soignée. Et tous, vous nous avez dit aussi, il n'y a pas de réponse toute faite. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a que des réponses individuelles si tant est qu'il y en ait. En tout cas, il faut toujours se poser les questions. On avait conclu aussi quant à cette approche économique en disant que si l'économie est une réalité incontournable, l'économie doit servir l'homme comme fin en soi, et ce n'est pas l'économie qui est la fin, mais l'homme qui est la fin. Et puis ensuite, après la pause de ce matin, on a entendu d'une part Lina Williat et d'autre part Jean-Philippe Cobot, qui effectivement, dans un dialogue très intéressant du juriste et de l'éthicien, nous ont rappelé un petit peu tout ce qui avait changé avec la loi du 2 février 2016, selon les cas où la personne peut ou ne peut pas exprimer sa volonté. Donc effectivement, ça a été une approche très riche et qui a sans doute, pour beaucoup d'entre nous, réactualisé un petit peu notre connaissance des réponses législatives et notamment de cette nouvelle réponse apportée par la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016. À ce point, est-ce que ça suscite éventuellement des commentaires ou des réactions? Ainsi que sur la tribune qui nous surplombe.
Simplement, s'il faut faire un commentaire, je ne suis pas du tout philosophe. Je ne suis pas du tout philosophe comme peut l'être Monsieur Dupont, mais j'ai cru comprendre que Paul Ricoeur, les comédiens sauront bien le dire bien mieux que moi, n'est pas, c'est pas la notion d'égalité. On est égaux, mais égaux dans la différence. C'est-à-dire qu'il commence, quand j'ai dit qu'il y avait une triple relation, c'est d'abord la relation avec soi, soi-même comme un autre, c'est la relation avec soi. Alors on pourrait considérer que, s'agissant de l'éthique, on commence par être attentif à l'autre. Et lui, il commence, et il s'en explique d'ailleurs dans son écrit, par l'attention à soi. Mais il ne pense pas le soi, il pense le soi comme la personne qui agit de façon intentionnelle, qui est capable de prendre des responsabilités, qui est capable de s'exprimer. Et quand il pense le soi-même, c'est dommage que M. Dupont soit pas là, parce qu'il pourrait confirmer ça, il pense estime de soi. Voilà, c'est simplement une remarque. Mais n'allez pas croire que je suis philosophe. En grosso modo, je ne comprends rien quand je lis Paul Ricoeur. Quand je lis Paul Ricoeur, je ne comprends rien. Mais enfin, bon, quelques mots de temps en temps. Bruno, c'est sans doute une certaine forme d'anosognosie, François, que tu as. Je voulais juste prolonger, parce que je me dis, on a parlé d'éthique beaucoup en se centrant sur l'aider, sur la personne vulnérable et toutes ces notions de bientraitance, de bienveillance. J'ai envie d'élargir aux personnes qui vivent avec, aux aidants, avoir aussi cette éthique de soutien et de respect et de bienveillance vis-à-vis de l'aidant. Et puis le petit dada que Odile connaît déjà beaucoup, c'est aussi penser aux jeunes aidants proches, aux enfants qui sont là aidants, et qui sont eux-mêmes déjà vulnérables par le fait même d'être des enfants et qui sont dans cette position d'enfants avec des parents peut-être qui sont devenus vulnérables à la suite d'un accident. Et donc je pense que c'est aussi de l'éthique de se questionner sur comment on va soutenir ces jeunes aidants et comment on va soutenir les aidants à passer à travers les étapes de la blessure cérébrale. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je suis Hélène Alessandri, je travaille au centre de réveil de la clinique Saint-Martin à Marseille. Je voudrais raconter une anecdote. Je vais essayer de la résumer. C'est un patient par rapport aux directives anticipées qui a écrit noir sur blanc à plusieurs reprises et qui a fait les choses dans les règles en disant que s'il devait retourner en réanimation, il ne voulait pas être trachéotomisé à nouveau parce qu'il l'avait déjà été et qu'il ne voulait pas vivre avec une trachéotomie parce qu'il avait très bien compris qu'il devrait la garder. Il se trouve qu'il s'aggrave, il se trouve qu'il va en réanimation et il est obligé d'être sédaté pour des raisons respiratoires. Et la famille témoigne de ces directives anticipées. Si on ne fait pas la trachéo, etc., bon, ça va s'arrêter. Donc son médecin était au courant, le papier était écrit, la famille témoigne, la personne de confiance et toute la famille, tout le monde était au courant, les choses avaient vraiment été bien parlées. Et son réanimateur était quand même embêté, on va dire. Et malgré que tout était calé, il a diminuer la sédation jusqu'à ce que le patient puisse redevenir conscient un moment. Il lui a posé la question, il lui a réexpliqué les enjeux et le patient a demandé la trachéo qui a été faite. Et le patient est sorti de la réanimation avec sa trachéo et plus tard, il est rentré chez lui et plus tard encore, il a témoigné, il a dit un certain nombre de choses sur son papier à plusieurs reprises. Il a dit je suis très limité, je suis chez moi, je vois grandir mon petit-fils et finalement tout ce que j'ai écrit c'était des conneries.
Donc, je trouve cette histoire assez édifiante au niveau des problèmes d'éthique. Les directives anticipées sont à respecter, c'est sûr, mais la position où l'on est quand on les écrit et la position où l'on est quand on les vit au dernier moment pose de sacrées questions. Donc ça, c'est mon premier... Je voulais témoigner de cette petite anecdote, si on peut dire, qui nous a fait réfléchir quand même de façon importante. Et peut-être je voudrais souligner aussi autre chose. Je voudrais souligner l'indispensable marge de manœuvre nécessaire pour les soignants pour sortir des codes et des statistiques et pour faire les choses un petit peu comme humainement, j'ai envie de dire, comme ils les sentent. Parce que sinon, on arrive à quelque chose, certes, très calé, très aseptisé, mais très loin de l'humain. Et je crois qu'on est au cœur des problèmes d'éthique dans tout ce qui est évaluation, statistique, qui prennent le pas sur la clinique. Voilà, c'était de ce côté-là, et je pense que dans une journée d'éthique, on est tous soumis à des pressions de plus en plus importantes du côté de la normalisation. Et c'est cette normalisation, souvent, qui a un impact, qui prend le pas sur la clinique. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qui devrait être très présent dans toute question d'éthique. Merci. J'aurais simplement rajouté un petit mot à ce sujet-là, parce que c'est vrai que les directives anticipées, on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler. Et à plusieurs reprises, on a parlé tout à l'heure des études de Steven Lorez chez les Logdin. Peut-être que plusieurs d'entre vous ont participé en tant qu'acteurs, entre guillemets, c'est-à-dire que l'équipe de Steven Lorez, à plusieurs reprises, au cours de congrès médicaux, a en fait interrogé les praticiens, enfin l'ensemble des personnels qui étaient présents, sur que feriez-vous si vous étiez en état de Logdin syndrome. Je pense qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le résultat était édifiant, puisqu'une nette majorité considérait que la vie ne valait pas le coup d'être vécue. Donc, ce qui veut vraiment bien dire qu'en fait, on n'est pas en état de juger une situation qu'on ne connaît pas, même quand on est soi-même déjà dans le milieu médical, quoi. Alors, comment demander à quelqu'un qui n'a aucune idée d'une situation, qui n'a aucune idée, parce qu'il n'est pas dans le milieu médical, de quelle serait sa situation en état végétatif, tétraplégique ou autre, comment réaliser des directives anticipées de qualité. Je pense que on comprend tous en fait ce qu'est la fin de vie dans une situation néoplasique, et je pense que les directives anticipées ont plus été réalisées dans ce contexte-là. On l'aperçoit beaucoup moins dans le cas d'un handicap très très sévère. Il y a cette dimension-là que peut-être la personne ne se représente pas très bien à la réalité qu'on lui propose, qu'on lui fait valoir. Mais il y a l'autre dimension que vous dites, madame, qui est que quand on projette une perspective, on la compare à la situation actuelle, et quand on la vit, c'est ça la réalité. Il n'y a pas d'alternative. Et qu'alors, effectivement, on a souvent une attitude différente, parce que moi, j'ai la chance d'accompagner des personnes qui sont en situation de très grand handicap, de handicap acquis ou de handicap évolutif. Et je peux témoigner que l'immense majorité de ces personnes sont très attachées à la vie. Très attachées à la vie. Mais c'est vrai que tous, quand on se projette, parfois, on a tendance à avoir une réponse un petit peu catégorique, et qu'on aurait sans doute une réponse différente si on était dans cette réalité-là, parce qu'encore une fois, ça serait ça la réalité et pas autre chose. Je peux peut-être juste 2 minutes, je vais raconter encore une autre petite histoire. C'est la même histoire, à l'envers. C'est une patiente que j'ai suivie, donc qui a fait je passe vite, toute la rééducation. Je l'ai suivie en hôpital de jour. Donc elle était chez elle. Et au niveau des directives anticipées, elle avait quelque chose de grave, mais qui était en train de se stabiliser. Elle n'a jamais pu écrire quoi que ce soit, parce qu'elle n'arrivait pas à se dire « je ne sais pas ce que je veux ». Elle s'est aggravée, je vais vite au niveau des pathologies, elle s'est aggravée, et elle est allée en réa, et il fallait la trachéotomiser, même histoire, et elle a refusé. Les réanimateurs ont pris beaucoup de temps, ils lui ont posé la question à de nombreuses reprises, ils lui ont expliqué à quoi elle s'exposait, et elle a refusé à plusieurs reprises. Ils ont respecté, et je crois que ça a duré plus de 3 semaines, pas tout à fait 1 mois, et la patiente est décédée, mais c'était son choix, elle n'avait rien écrit. Et c'est là où je trouve que c'est important qu'il y ait cette marge de manœuvre, et qu'on laisse vraiment, et aux patients et aux soignants,
la possibilité de s'adapter à ce qu'on rencontre dans la vie, parce que c'est fondamentalement différent pour chaque personne. Mais c'est ce que la loi, de ces exemples-là, on peut dire que la loi Claes-Leonetti est prudente, puisqu'elle dit que toutes ces directives sont révisables et révocables. Donc, finalement, ça veut dire, dans le premier exemple, que la loi, comment dirais-je, a été respectée, suivie, puisque la directive anticipée a été révoquée. Donc on peut dire que la loi prévoit ces situations. Mais c'est vrai que c'est stressant, ça je suis d'accord. On a repris l'après-midi avec des témoignages, le témoignage de Madame Petit, complété par une personne de l'assistance, et le vôtre, Madame Alexandre. De ces témoignages, moi je retiens quelques mots. Vous avez parlé de confiance, Madame Petit, de confiance entre les soignants et la famille. Vous aussi, vous avez signalé ces notions de temporalité différentes. Vous avez, je connais, votre humilité va être froissée, mais je connais votre engagement, au-delà de votre engagement personnel, familial, votre engagement associatif. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose à signaler aussi. Cette possibilité d'accompagnement associatif par des gens qui ont vécu ces réalités-là et qui, sans compter, se donnent à travers les cafés familles, les permanences, les écoutes et les dialogues téléphoniques des heures durant. Vous avez cité l'éthique comme une posture. Vous avez insisté sur le fait que parfois, dans le suivi post-sanitaire, on se retrouve quand même assez isolé. Vous avez dit, il y a beau y avoir des équipes sanitaires hors les murs, des équipes médico-sociales, il y a quand même des moments où dans ce séisme existentiel, ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas vous qui l'avez dit, mais effectivement on se retrouve un peu isolé, on n'a pas toujours assez d'accompagnement, mais vous avez dit il faut croire en la vie et s'inscrire donc dans une autre temporalité. Ensuite, ce sont les praticiens qui ont pris la parole et effectivement d'abord à la phase aiguë. À la phase aiguë, donc le docteur Vega qui a commencé en nous rappelant le serment d'Hippocrate. Et là aussi, probité, respect, relation de confiance, protéger, soulager. Il a complété avec les mots de dignité, de compétence, d'obligation de moyens. Ça aussi, c'est éthique, l'obligation de moyens. Ça ne dépend pas que de nous et ce n'est pas toujours facile, mais c'est éthique, l'obligation de moyens. Et puis la nécessité de soulager la souffrance de la personne et celle des proches. Vous nous avez dit, vous nous avez rappelé que seulement 2,5% des personnes ont exprimé leur directive anticipée. Emmanuel Vega, bon, mais on vient d'entendre la relativité des directives anticipées et 38% des personnes seulement ont exprimé, enfin désigné la personne de confiance. Vous nous avez aussi parlé de la hiérarchie intrafamiliale. Ça, c'est intriguant, si je puis dire. Il y a peut-être des questions là-dessus, la hiérarchie intrafamiliale. On en parle beaucoup de cette hiérarchie intrafamiliale au sujet de M. Lambert. Bon, mais effectivement, peut-être que... Est-ce que moi, je poserais bien directement une question à Emmanuel Vega sur cette hiérarchie intrafamiliale? Oui, en quel sens la question pour dire que le fait qu'elle n'existe pas, on dit en termes juridiques, et que c'est à nous de nous débrouiller avec la famille, c'est ça, non? Oui, mais alors justement, comment établis-tu la hiérarchie intrafamiliale, puisque, comme tu le dis, elle n'est pas préétablie? Mais on ne l'établit pas, en fait, et au final, on se trouve face aux proches du patient, et dans la grande majeure partie des cas, les personnes qui sont à côté du patient sont ses proches et ses personnes les plus proches. Après, il faut avoir quand même une certaine méfiance, que parfois il y a des gens qui ne sont pas forcément à leur place à ce moment-là. Mais après, et dans la grande majeure partie des cas aussi, la famille parle d'une seule voix. Et c'est dans les situations où il y a des conflits, c'est difficile. Et là, on ne peut pas établir de hiérarchie non plus. Et s'il y a des situations difficiles, on prend le temps pour essayer d'avoir un consensus. Voilà, mais c'est vraiment du cas par cas à chaque fois. Avec Edwige Richet, on avait fait un jour un colloque sur c'est qui la famille. Effectivement, on avait des histoires comme ça. Certaines familles sont très loin, et le plus proche, c'est le voisin.
qui le proche? Quelqu'un a dit qu'il fallait savoir de quel mot on utilisait, c'est Edwige qui a commencé à dire quel mot on utilise. Pour le juriste aussi, c'est intéressant de lui demander à qui il pense quand il parle des proches. Aujourd'hui, en 2017, avec le type de nombre de familles qui existent, c'est une vraie question. Si le plus proche, c'est le voisin qui il n'a pas parlé depuis 10 ans et qui est quand même là tous les jours. Il nous a aussi rappelé, Emmanuel, qu'il n'y a pas de relation linéaire entre le handicap et la satisfaction de vie, moi je dirais l'attachement à la vie. Tu nous as dit aussi que les scores de pronostic avaient des marges d'erreur inacceptables. Qu'il est difficile de définir l'obstination déraisonnable, que ça relève d'une procédure collégiale. Tu nous as dit aussi qu'on ne peut pas affirmer qu'une personne dans le coma ne ressente pas la souffrance. Ça ne soulève pas de question. Est-ce que tu veux commenter cette phrase-là? C'est une question qu'on a souvent de la part des familles, dans toutes les situations, de savoir est-ce que le patient ressent quelque chose, à la fois en termes de physique et psychique. Donc on peut avoir une réponse toute faite et de dire non, dans le coma, il n'y a pas de relation à l'extérieur, et voilà, on n'a pas à se soucier de cette question. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas, et il faut reconnaître cette absence de certitude. Et donc il y a des travaux sur l'état de conscience minimal qui nous montrent bien que même ces patients qui sont dans la difficulté de communiquer ressentent des choses. Et après, on va dire que la culture du doute fait qu'on doit rester prudent sur ce qu'on peut dire pour les patients dans le coma. Et voilà, après, si on peut pour le coup faire un mea culpa, on a malheureusement une mauvaise habitude que de parler des patients quand on voit les familles, souvent devant les patients, même s'ils sont fortement sédatés. Et c'est vrai que parfois ça peut nous interroger sur le respect pour le patient qui ne peut pas par définition répondre, sur ces discussions qu'on a sur lui, à côté de lui, alors qu'il ne peut pas y participer. Mais ça, c'est les limites du système, et on n'a pas la possibilité de prendre toutes ces familles à part, sinon ça serait ingérable, et on aurait du coup plus de temps pour les autres familles. Voilà. Mais donc c'est des questions sur lesquelles il faut travailler et essayer de s'améliorer. Merci Emmanuel. Tu avais conclu ton intervention avec une autre affirmation éthique: toute autre vie que la mienne est aussi importante que la mienne. Franck, tu nous as remarquablement illustré par des situations les questionnements sur les thèmes de l'intimité, du respect, de la bientraitance, de la dignité, de la politesse, de la confidentialité, du positionnement par rapport à une protection juridique et les questionnements qu'il peut y avoir à ce sujet, les questionnements quant aux limitations des soins, aux projets de soins, aux projets de vie. Ces illustrations, c'était vraiment très concret et vraiment très représentatif. Il nous a parlé aussi, pour les personnes qui présentent des troubles cognitifs et comportementaux, de l'anosognosie et de la contrainte. Moi, ça m'évoque une autre situation qui est celle de personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Parfois, ces personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer ne comprennent pas pourquoi un soignant vienne dans leur intimité puisqu'il s'agit d'assurer la toilette. C'est une vraie intrusion dans l'intimité qui est vécue parfois par les personnes Alzheimer. J'ose le dire, comme un viol. J'ai déjà entendu une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer dire « on m'a violé » parce qu'un soignant était venu faire sa toilette. La personne est dans l'inconscience qu'elle ne sait pas la faire, elle est même dans l'inconscience qu'elle ne l'a pas faite, elle est persuadée qu'elle sait la faire et qu'elle l'a déjà faite, et qu'elle n'a pas du tout besoin que quelqu'un vienne la tripoter, si vous me permettez l'expression, alors que ce n'est pas son souhait. Et c'est compliqué de ne pas mettre dans la contrainte une personne qui est anosognosique. C'est des vrais questionnements. Mais toi aussi, Franck, tu as conclu en nous disant la réponse, c'est se poser toujours la question du bien du patient, ce qui est bénéfique pour le patient. Edwige et Christine, vous nous avez de façon très illustrée, grâce à toi Christine,
expliquer les questionnements éthiques à la phase de stabilisation, à la phase de chronicité. Edwige, tu nous as bien mis en garde sur les échelles d'évaluation. Tu nous as dit d'être circonspect à leur égard, qu'il peut y avoir une conscience sans communication. Tu nous as rappelé effectivement ces apports de M. Lorès, et notamment cette imagerie mentale exceptionnellement parlante et j'allais dire déstabilisante. Et donc tu as dit, la réponse, c'est d'accueillir la personne telle qu'elle est. À la limite, foin des évaluations, voire même des imageries, on accueille les personnes telles qu'elles est. Et Madame Balbo, donc vous avez effectivement décrit une situation qui illustrait très bien, en nous mettant même ce questionnement, à se poser toujours la question de savoir si on est soignant ou si on est bourreau en mettant une personne sous contrainte. Au total, vous avez dit, la question importante, c'est quelle est la qualité de vie? Et finalement, ça m'a évoqué aussi, vous savez, l'approche qu'on a en soins palliatifs de Cicely Saunders, c'est-à-dire essayer de lutter contre toutes les composantes de la souffrance physique, la souffrance morale, psychologique, sociale, familiale, existentielle, spirituelle. Et donc finalement, l'objectif de ces personnes qui sont dans des états séquelaires très lourds, l'objectif de ces personnes et le nôtre, ça doit être sans doute de leur permettre une qualité de vie optimale, qu'elles soient bien dans leur corps, qu'elles soient en sécurité psychologique, qu'elles soient autant que possible en communication, qu'elles soient bien insérées socialement. Ça évoque le bien-être physique, mental et social de la définition de la santé. Et effectivement, donc, l'objectif, c'est viser le bien-être de ces personnes. C'est ce que tu nous as dit, Christine. Edwige. Et puis Christine et Sophie, Christine Croisio et Sophie Coquars, vous aussi, vous nous avez dit finalement, il faut viser la qualité de vie, le bien-être, et vous avez détaillé d'une façon précise les différents domaines de la vie, comme vous avez dit, Madame Coquars, les différents domaines de la vie dans lesquels il faut qu'on conserve cette qualité de vie, le lieu de vie, la gestion des biens, la vie intime et sexuelle, la parentalité, les mesures sanitaires, la vie au sein de l'institution, les troubles, la reprise d'activité. Au total, quand les personnes sont très dépendantes, il faut qu'on ait tous conscience qu'elles sont aussi forcément très vulnérables. Je le dis vraiment en toute humilité, c'est vous qui avez parlé, c'est pas moi. Et leur qualité de vie dépend puisqu'elles sont complètement dépendantes, elles dépendent de notre façon d'être à leur égard. Et donc il faut que justement ce questionnement émaille en permanence nos pratiques. Ça pourrait être la conclusion, puisqu'effectivement, ce qui a été dit aussi, c'est que l'éthique, c'est le devoir de questionnement. Le devoir de questionnement. Et peut-être encore une ouverture à avoir, si je puis parler d'ouverture. Moi, je poserai bien la question, et puisque Madame vient de Marseille, sur cette histoire qu'on a entendue il y a quelques semaines de cet enfant pour lequel les médecins trouvaient que peut-être il valait mieux qu'il ne continue pas sa vie et une décision de justice a dit qu'effectivement, il devait continuer sa vie. Et bon, alors là aussi, moi je parle en toute humilité, hein, j'ai rien à apporter de spécial, mais la réponse au handicap, c'est sans doute pas d'empêcher les personnes handicapées de vivre. La réponse au handicap, c'est de faire une société dans laquelle elles puissent connaître un état de bien-être. Et c'est ce que vous tous, vous faites ici dans vos pratiques, faire en sorte que les personnes connaissent un état de bien-être. Et peut-être vous avez quelques éclairages ou réflexions les uns et les autres, et vous, Madame, peut-être à nous apporter par rapport à cette situation particulière. Non, je ne travaille pas du tout dans cet hôpital. Je me garderai bien de dire quoi que ce soit là-dessus, parce que je ne sais comme vous que ce que disent les médias, et je sais bien qu'il faut être très prudent avec ça. Je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de l'histoire. Il n'y a que le médecin qui peut en dire quelque chose, hein. Et les familles aussi, évidemment. Juste un petit mot pour compléter. Ah, pardon. C'était pour compléter, puisque si on nous a mis à la table ronde, c'est pour qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est à la fois pour vous faire parler, mais pour dire quelque chose. Et il y a eu déjà tellement de choses dites aujourd'hui que je ne vais pas en rajouter beaucoup, mais il y a un personnage, je vais le souffler aux auteurs de théâtre, comme ça ils s'en serviront pour le prochain colloque. On a beaucoup parlé de Paul Ricoeur aujourd'hui. Les vieux d'entre nous, on a aussi beaucoup été marqués par Lévinas. Son nom n'a pas été prononcé, donc je le prononce parce qu'effectivement, Lévinas nous a appris, je crois, que l'éthique, d'abord c'est une optique, c'est une espèce de visée qu'on essaie d'avoir, c'est pas un programme qu'on applique comme ça, c'est une optique. Et l'éthique nous convoque personnellement, institutionnellement,
et au niveau de la société, à ces trois niveaux. Ces trois niveaux ont bien été évoqués aujourd'hui, de multiples manières par des récits de vie où il y avait vraiment que de la vie cassée, de la vie bousculée, de la vie en question. Mais ce n'était pas de la théorie, c'était de la vie. Deuxièmement, institutionnellement, et là aussi, dans toutes les institutions où nous travaillons, les petites, les grosses, les sanitaires, les médico-sociales, il y a des questions à se poser. Et au niveau de la société, pour savoir si on a les moyens de faire ce qu'on aimerait faire, de vivre ensemble, de faire profiter à chacun les moyens qui existent aujourd'hui, mais tout le monde n'en profite pas, suivant l'endroit où il habite. Donc je crois que l'éthique nous convoque à ces trois niveaux, et où qu'on soit, il faut qu'on essaie de répondre. Du coup, je me dis, deux conséquences pratico-pratiques que je vous lâche comme ça, parce que c'est ma profonde conviction avec le temps qui passe. L'importance, si nous on a pris du plaisir à cette journée qui est très riche, très belle, eh bien, il faut que ça se sache et il faut que ça se transmette, parce que si on n'apprend pas à nos jeunes, à nos enfants, à nos étudiants médecins, étudiants infirmières, étudiants tout ce que vous voudrez, si on fait 15 ans de médecine et 1 heure de réflexion éthique, à mon avis, il y a un truc qui ne va pas. Or, ça continue comme ça. Moi, j'ai des enfants qui ont fait médecine, je crois que c'est en train de changer un peu. Enfin, sur 15 ans d'études, il y a 1 heure d'éthique en première année pour tous ceux qui seront collés à la fin de l'année. Donc, il est quand même urgent d'être préoccupé de la transmission. Deuxièmement, du côté des institutions, depuis qu'avec François, on a vécu dans les années 94 les premières réunions de médecine physique et d'éthique, on n'est pas obligé d'attendre que la loi nous oblige à faire des choses pour lancer des lieux où on se cause. Et là-dessus, j'ai un plaidoyer fort. La loi nous incite à avoir des comités d'éthique. Méfiez-vous. Je plaide, moi, pour des espaces éthiques, c'est-à-dire des endroits où on peut rentrer, sortir, discuter, prendre du temps, et pas forcément être embrigadé dans un comité juste pour faire bien, pour remplir la case de l'accréditation. J'ai rien contre. Mais personne ne vous interdira, et même si parfois dans nos établissements on a le temps de rien, personne ne nous autorise à rien, etc., je ne crois pas qu'il y ait un administratif qui viendrait interdire à un groupe de soignants de se réfléchir pour faire un espace éthique. Je ne le crois pas. Donc c'était une des conséquences qu'on avait trouvées après les entretiens de médecine physique. Inventez quelque chose. Transmettez, inventez. Et puis avoir le souci de répondre à son échelle à soi, comme on peut, là où on est, à plusieurs dans le service, et puis faire bouger un peu les choses dans la société. Votez bien. Je voulais juste ajouter un petit mot. Il va falloir que je parte pour prendre mon train, mais avant de partir, je voulais juste remercier et vous dire à quel point moi j'ai été touchée par nos comédiens de la compagnie La Belle Histoire, parce que je pense que c'était vraiment des interventions qui avaient une place vraiment... vous avez pris votre place, vous avez été très important dans cette journée, et vous avez fait les choses avec humour. J'ai beaucoup apprécié aussi cette impertinence que vous aviez, et cette impertinente pertinence, et dire aussi que cette fonction de réflexivité que vous avez eue, moi, elle m'a énormément aidée dans la réflexion d'aujourd'hui. Et que l'éthique, on a besoin aussi de ce retour pour bien réfléchir. Et pour moi, c'était vraiment une surprise formidable. Je savais que je venais à une journée de réflexion éthique, mais je ne savais pas que j'aurais ce retour sur nos pratiques avec tellement d'humour. Et j'ai trouvé ça extra. Et je pense qu'il faut qu'on les remercie vraiment. Et on n'a pas tout vu, c'est pas fini, c'est pas fini.